Déjà, un grand merci pour être ici. Je me présente, donc je m'appelle Tanguy Van Sneek. Je suis chercheur à l'UMONS en faculté polytechnique. Et mon travail de thèse, c'est sur la sécurité des modèles d'IA et plus concrètement en utilisant des méthodes cryptographiques telles que le MPC ou le Zero Knowledge Proof. Et en plus de cela, j'intègre également quelques parties de blockchain. Donc, on va commencer par voir comment on entraîne un modèle d'IA de manière générale. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est on a besoin d'énormément de données. Donc on va récolter toutes ces données et on va les stocker dans une base de données centralisée. Et c'est à partir de cette base de données-là que l'on va entraîner à l'aide de serveurs et de puissance de calcul notre modèle d'IA. Mais ceci pose un problème, c'est par exemple si on a plein d'acteurs qui souhaitent participer à l'entraînement de cette IA, mais qui ne souhaitent pas partager leurs données car celles-ci sont trop sensibles ou pour diverses raisons. C'est un cas qui arrive de plus en plus fréquemment, notamment avec le RGPD. Donc, par exemple, les hôpitaux, s'ils souhaitent collaborer entre eux pour entraîner une IA qui sera plus performante que si chacun entraînait de son propre côté. Mais avec le RGPD, il faut signer plein de papiers, il y a plein de réglementations à suivre, etc. Et donc, ça prend énormément de temps. Et donc, une solution face à ce problème a été le federated learning, ou l'apprentissage fédéré en français. Et le principe du federated learning, c'est d'avoir un serveur central qui va créer un modèle global, général, et il va transférer ce modèle à tous les participants, à tous les devices qui souhaitent contribuer. Ces devices-là auront chacun leur base de données en local où ils vont entraîner le modèle. Donc plus concrètement, comment cela se déroule? Donc on a le serveur qui crée d'abord un premier modèle. Ce modèle, il peut avoir des points aléatoires ou si c'est un modèle d'IA déjà pré-entraîné, on peut commencer avec cela. Et il va envoyer ces modèles à tous les participants. Les participants vont, avec leurs propres données, entraîner ce modèle d'IA et une fois qu'il est entraîné, le renvoyer au serveur. Le serveur, une fois qu'il aura récupéré suffisamment de modèles update, donc de modèles de tous les participants, il va faire une agrégation de tous ces modèles-là et il obtiendra un modèle global plus performant. Après cette première itération, il peut recommencer et répéter le processus autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à obtenir une assez bonne accuracy du modèle. Donc ça, le federated learning, c'était une très bonne solution, mais il reste encore plusieurs failles à cette architecture. La première, c'est qu'il y a un single point of failure, car on a un seul serveur. Et ceci engendre des complications lorsque le serveur en charge de l'agrégation il crash, car là on peut plus continuer l'entraînement et donc plus l'entraînement, plus d'IA. Et une autre situation, ça pourrait être que le serveur se fasse hacker et donc là le hacker il pourrait perturber le modèle et à la fin on aura un modèle qui donne des accuracies et des prédictions totalement disparates et pas ce qui est souhaité. Donc comme solution, ce qu'on pourrait avoir, c'est au lieu d'avoir un seul serveur en charge de l'agrégation, ce serait d'en avoir plusieurs. Et à l'aide d'un protocole de consensus, il déciderait de l'agrégation du modèle. Donc un protocole de consensus, c'est une série, c'est un script au sein de chaque serveur qui leur permet de prendre des décisions et arriver à un état déterministe entre eux. Il existe deux types de protocoles de consensus. Les protocoles de type CFT, donc Crash Fault Tolerance, où là, ils sont résistants même quand des serveurs crashent, donc ne répondent plus, ils n'interagissent plus du tout avec le réseau. Même dans cette situation-là, ils parviendront à arriver à un consensus. Par contre, s'il y a un serveur qui est malveillant, là, ils ne parviendront pas. C'est pour ça qu'il existe le deuxième type de protocole de consensus, qui sont les Byzantine Fault Tolerance, donc les protocoles de type BFT, où là, même si un tiers des serveurs sont malicieux, malveillants, et font tous dans leur possible pour ne pas arriver à un consensus, les deux tiers des serveurs honnêtes y parviendront. Donc pour nous, pour notre entraînement et notre architecture, c'est surtout la deuxième configuration qui nous intéresse le plus, mais cela implique plus d'échanges, de messages et d'interactions entre les serveurs. Le deuxième problème du federated learning, c'est le modèle et le data poisoning. Car en effet, si un attaquant se fait passer pour un client ou alors s'il prend contrôle d'un client, il pourra perturber l'entraînement et
et ce qui implique avoir un modèle global moins performant. Donc il pourrait faire deux types d'attaques, donc le modèle ou le data poisoning. Donc pour le data poisoning, l'objectif c'est de perturber la base de données du client. Donc pour cela, il va rajouter des données qui n'ont rien à voir, rajouter du bruit ou même fausser les prédictions. Donc par exemple, une image d'avion, il pourrait dire que c'est une image de bateau. Et comme la base de données est perturbée, lors de l'entraînement du modèle, celui-ci sera moins performant. Et donc à l'agrégation, le modèle global sera également moins performant. Le deuxième type d'attaque, donc le modèle poisoning, est plus direct. C'est au lieu de faire l'entraînement, l'attaquant peut simplement envoyer un modèle avec des poids générés aléatoirement, et ce qui va perturber ensuite l'agrégation. Comme solution face à ce type d'attaque, ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner les modèles qui vont servir à l'agrégation. Et donc pour cela, on peut attribuer à chaque serveur un dataset de test qui va servir d'évaluation. Donc il y a plusieurs moyens et méthodes d'évaluer un modèle en fonction du cas d'utilisation et des résultats escomptés. Ici, pour notre architecture, nous avons simplement, nous comparons la loss du dernier modèle global généré avec la loss du modèle proposé par le client. Si la loss proposée du client est nettement moins performante, ou on voit qu'il y a une grosse dégradation, on ne va pas l'accepter. Par contre, si elle a des résultats assez satisfaisants, on va l'accepter. Et c'est aussi un avantage d'avoir plusieurs serveurs pour l'agrégation et pas un seul. C'est parce que maintenant, on a plusieurs datasets de tests qui vont être différents entre les différents serveurs. Donc là, ça va être vraiment comme une discussion pour voir si on ajoute ou pas le modèle du client à l'agrégation. Le troisième type d'attaque sont les attaques par inférence. Et là, si on retourne à l'objectif premier de l'apprentissage fédéré, c'était de maintenir les données privées des clients tout en pouvant faire un entraînement avec la contribution de tout le monde. Et en fait, il a été prouvé que simplement avec la mise à jour des poids d'un modèle, il est possible de deviner ou de reproduire ou de recréer les données d'entraînement qui ont servi à ce modèle-là. Donc, simplement avec les poids, on peut réimaginer les images qui ont servi à entraîner ce modèle. Et c'est encore plus flagrant avec le federated learning, car souvent, les participants ont des datasets pas très bien normalisés. Souvent, il a beaucoup de prédictions de 1 et pas de 2 ou de 0. C'est souvent très mal disproportionné. Très disproportionné, pardon. Et donc, cette attaque est très facile à faire dans le federated learning. Et donc, une solution face à ce type d'attaque serait d'utiliser le MPC, donc Multi-Party Computation. Donc, il existe plusieurs types de MPC, mais ici, on va parler de la méthode la plus simple, donc le Additive Secret Sharing. Et comment cela fonctionne? Eh bien, ici, comme exemple, nous avons 3 devices qui ont chacun un secret. Donc, le secret device 1, 10, 20 et 30. Et ces devices, on aimerait bien connaître la moyenne de leurs secrets. Et donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser leurs secrets en 3 fragments. Et ils vont s'échanger les fragments entre eux. Et ensuite, quand on fera la somme de tous les fragments et puis qu'on divise par 3, on arrivera à la même valeur que si on avait fait la somme de tous les secrets des devices. Et donc ici, on a fait ça avec un simple nombre, mais on peut très bien le faire avec un modèle. Et donc c'est ce qu'on a fait. On regroupe plusieurs participants, ou ici j'ai mis device, en cluster. Alors chaque device va entraîner son modèle d'IA, et puis une fois qu'il est entraîné, ils vont se partager des fragments de leur modèle entre eux. Et puis une fois qu'ils ont fini de faire le MPC entre eux, le cluster A, ici, va envoyer ces fragments au node 1, donc le node c'est un serveur, et le serveur, il récupérera tous les fragments pour ensuite avoir le modèle du cluster, comme on peut appeler. Et il ne sera pas deviné quel était le modèle du device A, A1, A2 ou A3. Il y aura juste le modèle de l'agrégation de ces 3 devices-là. Donc cette solution, elle apporte des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est qu'avant, pour un attaquant,
il pouvait uniquement perturber un device et ça perturberait juste ce device-là. Mais comme on fait du MPC, ici, si on perturbe un device, ça va perturber tout son cluster. Et donc, au lieu d'endommager le modèle uniquement en endommageant 2 devices, ici, si il choisit bien les devices, il pourra endommager carrément 2 clusters. Et donc, comme solution à ceci, ce qu'on fait, c'est après chaque entraînement et génération d'un modèle global, on va réagencer les clusters. Donc, soit on peut le faire de manière aléatoire, soit de manière un peu plus intelligente. Mais ici, on peut le faire de manière aléatoire. Et même si au premier round, j'aurai aucun cluster qui sera bon, vu qu'au round d'après, les clusters seront réagencés, l'entraînement pourra continuer. Donc ici, c'est une autre illustration du clustering. Donc à gauche, j'ai une image avec les entraînements sans le clustering. Et on voit que si un attaquant il récupère les modèles générés et envoyés au serveur, celui-ci va récupérer le modèle du device 1, du device 2, du device N. Et il pourra faire directement une attaque par inférence sur chacun des devices. Alors qu'avec le clustering, il aura juste les modèles des clusters. Et donc là, il ne saura pas dire quel type de données le device 1 il a, car ces données vont être cachées avec le bruit des autres modèles du device qui font partie du cluster. Donc ici, c'est encore une illustration pour voir une architecture de manière un peu plus concrète. Donc là, nous avons 18 devices regroupés en 6 clusters et il y a 3 nodes ou serveurs qui sont chargés de l'agrégation. Pour l'expérimentation, nous en avons fait 2. Donc un avec une plus petite architecture. On a utilisé la base de données Cyphar10. Donc c'est une base de données avec 10 classes. Et nous avons utilisé MobileNet et 10 clients. Et ensuite, pour une plus grande échelle, nous avons utilisé la base de données Cyphar100 avec un autre modèle et 45 clients. En ce qui concerne les types d'attaques, nous avons fait du random poisoning. Donc c'est simplement, on a repris les classes et on génère un nombre random pour chacune des classes. Ou alors du targeted poisoning, où là on sélectionne juste une classe et on attaque cette classe-ci spécifiquement. Donc ici, nous avons un tableau avec les résultats d'expérimentation. Donc nous avons comparé notre architecture avec une architecture de federated learning classique, où là on agrège tous les modèles. Une architecture où on évalue, donc avec la comparaison des losses. Et puis enfin, avec notre propre architecture. Pour l'architecture Cyphar10, on voit que quand il n'y a pas de poisoning, les 3 modèles sont assez similaires. Mais une fois qu'on arrive dans le poisoning, c'est surtout les 2 architectures qui font de la vérification qui offrent de bons résultats. Donc, ici, on voit on a du 80, 80. Et notre architecture est vraiment bonne contre le targeted poisoning pour le Cyphar10. Par contre, ce qui a été à premier abord assez étonnant, c'est que pour le Cyphar100, on voit que le CFL, vu qu'il y a beaucoup plus de devices, il arrive à quand même avoir une bonne accuracy, mais elle est quand même détériorée lorsqu'il y a des attaques. Mais l'architecture CFL avec la vérification, elle ne parvient pas à monter au-dessus des 35%. Et on pourrait se demander pourquoi, parce que on vérifie quand même chacun des modèles, donc on prend que les meilleurs modèles pour faire l'agrégation. Donc c'est quand même assez bizarre que on soit bloqué en dessous des 35%. Et en fait, la raison, c'est parce que, vu que l'architecture ici est plus grande, il y a 45 devices, les datasets sont disproportionnés entre chacun des devices. Et donc, l'architecture CFL avec vérification, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reprendre le modèle de chacun des clients et va l'évaluer. Mais comme il est disproportionné, il aura une mauvaise évaluation. Et donc, en fait, elle prend aucune des architectures des clients. Alors que nous, notre solution, vu qu'on fait une méthode de MPC, et la méthode de MPC, c'est la moyenne des participants, on fait déjà une première agrégation, entre guillemets, ce qui permet déjà d'avoir un premier modèle un peu plus général. Et donc, au lieu d'évaluer 45 modèles, nous, avec notre architecture MPC, on évalue 15 modèles.
qui sont déjà un peu plus généraux, et c'est pour ça qu'on arrive à des meilleures performances. Donc maintenant qu'on a vu comment entraîner un modèle avec du federated learning de manière sécurisée, que se passe-t-il quand on souhaite l'utiliser? Car si le modèle tourne sur notre machine en local, on sait très bien qu'on utilise notre modèle. Mais par contre, s'il tourne sur un serveur à l'extérieur, je lui envoie une image, je lui demande de me faire une prédiction. La prédiction, je ne sais pas si c'est mon modèle, s'il a bien utilisé l'image, ou alors c'est juste quelqu'un qui me dit oui, c'est ça. Et donc, comme solution, face à ce problème, on peut utiliser les Zero Knowledge Proofs. Alors, qu'est-ce qu'une Zero Knowledge Proof? Dans sa définition, ce qu'il est mis, c'est que ça permet de prouver que quelque chose est vrai sans révéler aucune information supplémentaire. Donc, il y a deux exemples assez concrets pour cela. C'est par exemple quand on vous demande votre carte d'identité pour prouver que vous êtes majeur. Ben, vous montrez votre carte d'identité, mais il y a plein d'informations qui ne servent pas à répondre à cette question-là. Vous divulguez beaucoup plus d'informations que s'il ne faudrait. Il faut juste savoir si vous êtes majeur ou non, pas votre âge, votre nom, etc. Et donc, c'est ça l'objectif des Zero Knowledge Proof, c'est uniquement de montrer ce qu'il faut et rien de plus. Donc, un deuxième exemple ici, pour voir un peu plus le fonctionnement, c'est si on a un problème de Sudoku, et moi, j'ai trouvé la solution, et je veux vous prouver que j'ai trouvé la solution, mais je ne veux pas révéler le détail de ma résolution, car je veux pas vous donner la réponse. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est ici, j'ai ma résolution, et en passant par des circuits arithmétiques, ça s'appelle, on va générer une preuve, et avec cette preuve que je vous donne, vous pourrez l'envoyer vers ce qu'on appelle un vérifieur ou verifier, et il validera ou non ma preuve. Et donc ça, on peut le faire avec énormément de cas concrets, de fonctions mathématiques, etc. Mais on peut également l'utiliser dans le domaine du machine learning. Et donc, ça s'appelle du ZKML, donc Zero Knowledge Machine Learning. Et donc là, pour générer cette preuve, on peut lui donner des données d'entrée, donc une image, quand on souhaite faire la prédiction. On peut soit choisir si on souhaite que cette donnée soit privée ou publique pour les utilisateurs. La même chose pour le modèle d'IA. On peut décider si les poids du modèle seront publics ou privés. Et avec ces deux éléments, en passant dans un circuit arithmétique, on générera une prédiction et une preuve. Et avec ces deux éléments-là, quand on les reçoit, si on veut vérifier cela, il suffira de le passer dans un verifier et il validera si oui ou non cette preuve est correcte. Donc pour conclure, ici, je vous ai présenté une architecture décentralisée de federated learning. On utilise du MPC, du Zero Knowledge Proof, et vous avez vu qu'on peut arriver à une très bonne accuracy, même en cas d'attaque, et que ça performe mieux, même parfois, que d'autres architectures. Merci pour votre attention. Et, bravo, bravo beaucoup. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre sur LinkedIn, évidemment. On va avoir probablement quelques questions. Quelques questions spécifiques? Oui. Attendez, j'arrive, je vais essayer de ne pas tomber. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez utilisé quoi comme algorithme Zero Knowledge Proof? Donc j'ai utilisé le Planck normal. Ok, très bien. Vous avez mesuré les performances sur les données de machine learning? Pour la génération de la preuve, tu veux dire ou... La génération de la preuve, oui. Donc on a testé sur des petits modèles, mais c'est vrai que ça prenait quand même assez de temps. Mais dans le travail, on a plus fait la partie entraînement et la partie Zero Knowledge Proof, c'était plus en mode concept, mais on l'a implémenté, quoi. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop. Oui, bonjour. La question, c'est sur le Zero Knowledge Proof. Donc, vous disiez que c'était pour vérifier que le résultat du modèle qu'on recevait venait bien du modèle et qu'il n'y avait pas d'interférence, c'est ça? Et donc, dans le Zero Knowledge Proof, du coup, c'est comment ça marche concrètement? C'est-à-dire qu'on a déjà un vérifieur de base et donc à chaque fois qu'on reçoit un résultat, on peut
on sait que ça vient du zero knowledge proof parce qu'on a déjà un vérifieur préexistant dont on connaît la véracité la légitimité du vérifieur, c'est ça? Ouais, en fait, donc quand on va implémenter le zero knowledge proof, on va avoir, ça va générer un circuit arithmétique de notre modèle d'IA. Et donc, avec ce circuit arithmétique, ce qu'on va générer, c'est notre preuve et la prédiction. Et le verifier, il y a tout le monde qui peut l'utiliser. Donc, soit on le met dans un serveur à part. Attendez. C'est beaucoup mieux avec le micro. Donc, en fait, c'est la légitimité du vérifieur qui est considérée comme étant vraie dans ce... Et invariable, celle-là, c'est ça? Ouais, mais tu pourras en avoir plusieurs de vérifieurs si tu veux. Si tu es méfiant d'un seul, tu pourras en avoir plusieurs pour avoir plus de vérification. Ouais, merci. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, je vais me lancer dans une question. Je suis désolé, je suis pas un expert, mais hier on a parlé de zero knowledge, notamment sur l'utilisation potentielle dans le cadre de vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on veut, c'est pas forcément savoir ce que les gens ont voté, mais c'est s'assurer qu'ils ont bien voté. Donc, on est bien sur la notion de zero knowledge. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont possibles, notamment sur la notion de vote nul et de vote blanc? Parce qu'en fait, la question, c'est que si les gens votent nul ou blanc, est-ce que c'est possible par les systèmes de zero knowledge ou éventuellement, est-ce que ça vous paraît aujourd'hui réalisable? Ouais. Le truc à faire, c'est chaque fois de le transformer en problème mathématique. Mais une fois que on a notre équation, on pourra générer un circuit, enfin, ça s'appelle un circuit arithmétique, mais on pourra le générer sous forme de problème. Donc ça veut dire qu'on a une identification de priorité pour pouvoir rentrer dans la partie qui va être finalement transmise pour qu'elle soit ensuite débridée au final, c'est ça? Ouais. Bah, Okay. le tout, c'est de bien le formuler à au la départ. base. Mais... Ok, d'accord.